En 1920, vous étiez déjà une femme au travail, vous étiez féministe. Est-ce que vous aviez aussi des engagements politiques? Ah non, à ce moment-là, non. C'était bien rare les femmes à ce moment-là qui avaient des engagements politiques. Le mouvement pour obtenir le droit de vote, c'était la première chose qu'il fallait faire, hein? C'était surtout des Anglaises qui conduisaient le mouvement à Montréal, au Québec. Franchement, les femmes canadiennes françaises n'étaient pas intéressées. Et le mouvement ne réussissait pas beaucoup, évidemment, parce qu'il y avait quelques Anglaises de l'Université McGill, des diplômés de l'Université McGill, puis il y avait Mme Frank Scott, une très bonne personne, écossaise, évidemment, dont le mari avait un magasin général dans les cantons de l'Est. Alors, vous voyez le type de femme qu'elle était. Une bonne maman, mais marchande aussi, contact du public. Alors, et c'était une société de tempérance, Women's Temperance Association, qui était à la base du mouvement. Toute espèce de choses qui faisaient que ça n'attirait pas beaucoup les Canadiennes françaises. Mais pour les Canadiennes françaises, ça a quand même commencé avant la crise de 1929. Ah oui, le mouvement a commencé franchement d'une façon pratique. D'abord, les grandes lignes par Madame Gérin-Lajoie, qui avait fondé sa Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste en 1908, mais qui s'occupait surtout d'œuvres sociales, qui avait formé, quand on pense, une association professionnelle d'institutrices, une d'employés de manufacture. Vous savez, il y avait bien des voies qu'elle voulait suivre pour réunir les femmes. Et puis, le droit de vote, obtenir le droit de vote était dans son programme. Mais ce sont les autorités religieuses qui l'ont absolument empêché d'aller plus loin. On l'a sommé, ni plus ni moins, de ne plus réclamer le droit de vote ou bien on n'aurait plus l'approbation du clergé. Alors, elle n'est pas devenue militante plus que ça. Alors, la première personne vraiment militante pour obtenir le droit de vote, et on peut dire qui était une féministe même sans le savoir, c'est le sénateur Thérèse Casgrain, qui, à ce moment-là, était jeune mariée. Elle avait un enfant, je crois, seulement, et son mari, qui était député du comté de Charlevoix, un comté immense, se présentait pour être réélu et il était malade, il était gravement malade. Alors Thérèse Casgrain est allée faire la campagne pour son mari et ils ont gagné l'élection. Et elle m'a dit bien des fois que ses premiers discours, elle tremblait comme une feuille. Mais enfin, elle a su plaire aux gens, et puis son mari a été élu, et puis c'est un peu à ce moment-là qu'elle a compris l'importance pour les femmes d'avoir le vote et de prendre place dans la vie politique. Et là, elle a fondé, il y avait d'autres associations, mais elle a fondé la sienne, qui s'appelait la Ligue pour les droits de la femme. Est-ce que c'était bien accueilli, ça, dans la société de l'époque? Très bien. Nous n'avons jamais eu plus de 150 membres, dont près de 100 étaient des Anglaises. Les femmes canadiennes françaises, je le dis et je le répète, n'étaient pas intéressées. N'étaient pas intéressées au mouvement féministe, ne réclamaient pas le droit de vote. Ah, moi, je ne m'occupe pas de politique. Et puis, celles qui auraient eu à se plaindre de nos lois sociales qui les écrasaient, même des carences qu'il y avait dans le Code civil au détriment de la femme mariée, surtout quand elle devenait dans une situation économique difficile ou même des troubles de ménage et tout ça. Alors, elle était trop écrasée par le malheur qu'elle ne pouvait pas
s'occuper d'en sortir par une amélioration de notre législation. Et les femmes du monde, bien, moi, je ne m'occupe pas de politique. C'était pas bien vu. C'est là que je suis entrée avec elle dans sa Ligue pour les droits de la femme, dont le but était d'abord d'obtenir le droit de vote et de modifier, d'améliorer dans le Code civil tous les articles qui étaient au détriment de la femme mariée. La femme mariée était considérée comme une incapable au même titre qu'elle ne pouvait pas passer un contrat. J'ai encore un vieux code de ce temps-là. Une femme mariée ne peut pas signer un contrat au même niveau pour les mêmes raisons que les personnes sous l'influence de la boisson, les interdits et les insensés. On ne faisait pas confiance. Les mariés étaient au même rang. On ne faisait pas confiance aux femmes mariées à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on faisait confiance seulement à leur mari. Mais les hommes, comment est-ce qu'ils vous percevaient? Ah, les hommes! Ben, c'était comme au début du collège Marguerite Bourgeois. Ils n'étaient pas désagréables. Ils ne faisaient que se moquer de nous. Et votre mari, est-ce qu'il était d'accord? Ah, ben, mon mari, moi, je lui ai fait son éducation. Quand je me suis mariée... Ah, d'abord, mon mari était un homme très cultivé. Il a été un des premiers diplômés à l'Université Laval de Montréal, rue Saint-Denis, là, un des premiers diplômés sciences sociales, économiques et politiques. Et les cours du soir, où il y avait mon petit comme professeur et Yves Lavigne enfin. Alors, il était un homme qui avait acquis une culture assez avancée après ses années d'études de primaire ou secondaire. Alors, mais je pense qu'il n'était pas en faveur du droit de vote pour les femmes. Seulement, il ne me l'avait jamais dit ouvertement. Et il faisait partie de la CJC, l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française. Vous savez, dans ce temps-là, Canadiens, Français, catholiques, ça allait ensemble. Absolument, absolument. Alors, avec tout ça, quand nous nous sommes mariés, ben, il s'est jamais opposé à toutes mes initiatives dans toute ma vie, vous voyez? Madame Martel, est-ce que vous vous souvenez des 5 femmes qui ont œuvré pour que le Sénat soit accessible aux femmes? Oui. Peut-être que je ne me souviens pas du nom de chacune, mais je sais qu'il y avait Madame Parlby, et puis une que j'ai connue, Nellie McClung. C'était l'instigatrice de toute l'affaire. Et puis, elles ont œuvré au moins 4 ou 5 ans pour essayer d'obtenir que les femmes soient reconnues comme étant des personnes. C'est ça qu'il fallait. Il fallait prouver qu'une femme est une personne parce que elles ont étudié la loi. Madame McClung, je crois, était avocat. Et elle a eu occasion de plaider une cause en Alberta, où elle demeurait. Et puis l'avocat qui plaidait contre elle, à un moment donné, a dit mais, Madame, vous n'avez pas d'autorité pour affirmer ce que vous venez de dire. Allons donc, les femmes ne sont même pas des personnes. Alors elle a été insultée, elle a dit qu'est-ce que vous voulez dire? Mais en effet, il dit, les femmes ne sont pas des personnes puisqu'elles ne sont pas reconnues comme étant des personnes qui peuvent être admises au Sénat. Alors, elle se l'est comptée pour dit tout de suite et elle a dès ce moment-là commencé la campagne pour faire annuler cette phrase, pour faire changer cette phrase au Sénat, qui était dans la loi de l'admission au Sénat. Alors, elle s'est jointe ces compagnes-là. Et puis, elles étaient 5 en tout.
qui se sont jointes à elles. Et elles n'avaient pas d'argent. Mais en tout cas, elles ont trouvé les moyens de prendre des avocats qui voudraient bien plaider leur cause devant la Cour suprême. La Cour suprême du Canada, qui, après mûre réflexion, devant les juges, ils sont 5 juges de la Cour suprême, je pense, on accepte d'abord l'unanimité de la décision, mais aussi la majorité. Alors, en majorité, je suis sûre, peut-être même à l'unanimité, ils ont déclaré que les femmes n'étaient pas des personnes. C'est beau. Elles ne se sont pas comptées pour battues. Elles sont allées au conseil privé en Angleterre. Dans ce temps-là, on pouvait avoir recours au conseil privé en Angleterre. Le conseil privé a décidé que les femmes sont des personnes, elles peuvent être admises au Sénat. Et c'était en 1929, c'est ça. Et l'année suivante, 1930, Madame Karen Wilson, que j'ai très bien connue, a été nommée le premier sénateur féminin. Avant la Seconde Guerre, nous avions, Thérèse Casgrain et moi, le programme féminin à Radio-Canada. Ah, ça c'est amusant, tout ce qui s'est passé là. Que c'était donc agréable. Nous avons eu un quart d'heure au début. C'est le programme féminin. Madame Casgrain était la directrice. Moi, j'étais, qu'est-ce que c'est que vous appelez ça, animatrice. Mais il n'y avait pas un réalisateur. Il n'y avait que l'annonceur et Thérèse Casgrain, quand c'était elle qui avait le micro, ou moi. Alors, nous nous arrangions, vous savez, à la bonne franquette, mais c'était bien amusant. Et ça a duré jusqu'en 39-40, où j'ai démissionné, et le programme a cessé, mais là, c'est Marcel Barth qui a remplacé avec Lettre à une Canadienne. Ça n'avait pas du tout la même tournure, c'était quelque chose de plus familier, de très agréable, mais nous, c'était pour réclamer les droits de la femme et le droit de vote et tout ce que vous voudrez. Alors, c'est en 40 que j'ai démissionné parce que j'ai été nommée assistante directrice du service sélectif pour les femmes, avec bureau à Ottawa, un autre à Montréal, parce que j'étais la moitié du temps dans la province de Québec ou à Ottawa, et je voyageais d'ailleurs parce que nous étions spécialement chargés, la directrice, Mme Eaton et moi, nous étions spécialement chargés, évidemment, de diriger la main-d'œuvre féminine. D'abord dans les usines de guerre, il n'y a pas à s'y tromper, et dans les services essentiels, ce que les gens oubliaient d'ajouter des fois. Alors, nous passions pour des personnes qui encourageaient le travail des femmes dans les usines de guerre. Je vous assure que dans la province de Québec, nous n'étions pas populaires. Jean Drapeau, en faisant sa campagne, avait dit « Madame Martel, qui parcourt la province pour sortir les femmes de force de leur maison pour les faire travailler dans les usines de guerre. » Un jésuite s'en est emparé, qui lui aussi était contre le travail féminin. Alors, il l'a répété bien des fois, il l'a écrit dans des articles de journaux, ben ça c'est à moi. Je parcourais la province pour sortir les femmes de force, pour les faire travailler dans les usines de guerre. Et vous êtes allé jusqu'en Allemagne après? Ah ben ça c'est après la guerre. Oui. Là, j'ai servi dans le service sélectif tout le temps de la guerre. Et puis, je sais que nous avons rendu des services parce que nous avions accès à toutes les usines de guerre, à toutes les usines, partout où il y avait du travail féminin. Et nous nous sommes rendus compte que les conditions de travail dans les usines de guerre étaient parfaites pour protéger les femmes. Tout était bien organisé. Elles étaient heureuses, puis elles étaient bien traitées, puis elles étaient bien payées. Tandis que dans les usines
commerciales ou dans les usines d'initiative privée, les conditions de travail étaient ignobles. On ne suivait même pas les lois obligatoires de protection des employés. Et les femmes, à ce moment-là, pendant la dernière guerre, dans la province de Québec, on pouvait employer des femmes dans une usine à 25 sous de l'heure. Imaginez-vous. Ça, c'était, dans le Code du travail, c'était une loi permissible dans la province de Québec d'employer des femmes à 26 sous de l'heure. Alors, la guerre, avec tous ses effets nocifs, a tout de même corrigé ça, parce qu'on a été obligé de payer le même salaire aux femmes qu'aux hommes qui travaillaient dans une usine de guerre sur 2 machines semblables, une à côté de l'autre. Ah, et ça s'est répandu dans les autres industries aussi. Bon. Et puis, après la guerre, je me suis reposée quelque temps. Madame Martel, vous êtes allée en mission en Allemagne en 1947? 47. C'était pourquoi? Encore l'occupation en Allemagne et toute la démolition, et rien n'avait été touché de ce qui était resté au jour là, D-Day, là, quand la guerre était finie. Les armées de différents pays étaient restées, pas tout à fait au complet, mais encore en service. Et puis, c'était la famine. Surtout dans la zone anglaise, on n'avait rien à manger. Alors, nous étions allés, nous autres, ces 5 femmes canadiennes, et encore 5, il y en avait 2 du ministère du Travail et 2 du ministère de l'Immigration. Et nous allions en Allemagne pour choisir les jeunes femmes qui désiraient venir au Canada pour travailler comme domestiques. On avait pris un bon nombre d'hommes pour venir ici pour main-d'œuvre agricole. Mais il y avait une rareté ici. Et puis, on prenait des tailleurs. C'était surtout des Italiens, évidemment, ou des Polonais habiles, hein? Tailleurs, mais c'était spécifié un nombre restreint. Mais les femmes, il n'y avait pas moyen. Seulement, ce sont des femmes qui ont pensé à ça. Ça prend des femmes pour penser à bien des bonnes choses. C'était National Council of Women qui ont dit, écoutez, nous manquons de domestiques. Alors, personne n'aurait d'objection à ce qu'on aille là-bas choisir ces personnes-là qui veulent bien venir ici comme domestiques. Ça ne nuira pas à la main-d'œuvre ouvrière. Alors, c'est pour ça que nous sommes allés. Et il en est venu 10 000 de ces personnes-là. Nous étions les premières à nous y rendre. Moi, je ne suis restée que 3 mois. Il fallait bien que je revienne à mon mari. Et on ne savait pas du tout ce qui s'y passerait quand nous sommes partis. Alors, rendu là, nous en avons d'abord choisi 1 000. Et puis, choisi sur le volet. Je pense qu'il y avait au moins 1/3 de ces femmes-là qui étaient des diplômés d'université, contentes de venir ici comme domestiques. Parce qu'au bout d'une année, elles pouvaient s'occuper à autre chose. Est-ce que c'est tout de suite après cela que vous êtes allé au conseil arbitral de la Commission d'assurance chômage? Ah bien, au conseil d'arbitral de l'assurance chômage, j'y ai été 20 ans. Alors, j'étais au conseil d'arbitral au conseil arbitral de l'assurance chômage depuis le début de l'assurance chômage. Parce que, là comme ailleurs, il n'y avait pas de femmes. Alors, un bon jour, moi, je leur ai dit, écoutez, ça, c'est quand la guerre a fini. J'ai dit, écoutez, la moitié, au moins, pas tout à fait peut-être, mais bien près de la moitié des réclamants d'assurance chômage sont des femmes. Alors, qu'il y ait une femme, au moins sur le conseil arbitral d'assurance chômage, ça serait logique. C'est vrai. Alors, c'était
à Montréal, dans la région de Montréal, qui a eu la première femme membre du conseil arbitral. Ensuite, on en a mis dans les autres provinces. Bon. Et puis, je suis restée là jusqu'à mon âge de 80 ans. Parce que dans le texte de loi qui forme un conseil arbitral, les membres sont supposés donner leur démission à 75 ans, ce qui est bien logique. Mais on m'a gardé jusqu'à 80. À 80 ans, j'ai reçu une aimable lettre d'Ottawa pour me remercier de mes services. Bonjour. Bon, j'en suis sortie depuis ce temps-là. C'était bien intéressant. Mais vous n'avez pas fait que cela. Vous avez aussi été journaliste, vous avez collaboré au Journal Le Canada, au Journal La Réforme. Est-ce que c'était un moyen pour vous de répandre des idées? À la Réforme, ça, c'est quand j'ai commencé vraiment mes activités politiques dans un parti déterminé. Alors, c'était en 1959, et j'aime bien le dire, c'est Jean Lesage, quand il a été élu, avant, évidemment, qu'il a commencé à s'organiser avant, et j'étais à ce moment-là la compagne de René Lévesque, et ensemble, nous avons fait la campagne de 60 et de 62 sur la nationalisation de l'électricité, et j'écrivais chaque semaine un article dans le journal La Réforme, pour réformer, quoi. Pour réformer. Il y a toujours des choses à réformer, vous savez. Est-ce que vous étiez aussi la première femme au bureau de la censure du cinéma? Non, pas la première femme. Non. Non, mais j'ai été nommée au bureau de la censure du cinéma en mars 61. 61, oui. Et puis, j'y suis restée jusqu'en 66. Comment ça se passait? Ah, ça, là aussi, c'était agréable. Mon Dieu, que j'ai été heureuse toute ma vie. Moi, je me suis toujours trouvée dans des milieux agréables où j'ai vu des gens aimables avec qui j'aimais beaucoup collaborer. Étrange. Il y en a beaucoup, vous savez, des gens aimables partout. J'en rencontre tous les jours des nouveaux. Est-ce que vous Alors, étiez... à la censure, oh, mais c'était agréable. Mais quand j'y suis entrée, tout était à refaire. D'abord, on a tout changé le personnel. C'est 7 censeurs. On n'a pas changé les techniciens, ils étaient à ville. On les a gardés. Mais dans ce temps-là, je nommerai aucun parti. Ceux qui étaient nommés à la censure, c'était rien que comme un service temporaire, c'est-à-dire que on pouvait aller voir quelques films quand ça nous le disait, et puis chacun recevait un salaire annuel de 1500 $, mais sans aucune responsabilité. J'allais voir un film, puis il signait en bas. Bon. Et la censure s'exerçait vraiment à Québec par le chef du gouvernement, que vous connaissez probablement. C'était lequel? Hein? Lequel chef du C'était gouvernement? Duplessis, qui téléphonait au bureau de la censure. J'ai entendu dire qu'il y avait un film répréhensible là, qui était présenté ces jours-ci. Vous couperez ça. On coupait. Quand je suis arrivée là, la première chose que j'ai faite, c'était le nouveau style, c'était le personnel changé. Alors, on m'a donné à revoir des films que les distributeurs avaient encore en main, c'est-à-dire une autre copie, hein? Il y a toujours plusieurs copies du même film. Alors, le distributeur l'avait gardé soigneusement, des grandes compagnies là, de distribution. Alors, vu que tout le système était changé, se hâtait de nous le renvoyer, le film, et on comparait avec l'autre qui avait été coupé. C'est formidable les choses que j'ai vues là. Vous savez, pourquoi on avait coupé un film? Madame Martel, vous avez participé à la fondation de l'Association des femmes diplômées des universités. Oui, madame. On dit même que c'est moi qui l'ai fondée, l'association. Ben écoutez, on ne fonde pas une association toute seule. Il y avait d'autres membres, hein? Seulement, j'ai été la première présidente. Et j'avais eu l'idée je trouvais que c'était urgent
de fonder une association des femmes diplômées d'université depuis plusieurs années, parce qu'il y a au Canada Canadian Federation of University Women, qui existe depuis 30 ou 40 ans, sinon plus. Elles sont 30 000, je crois, des Anglaises. Et c'est une association très vivante qui fait des protestations, des projets, donne des bourses, enfin, toutes sortes d'initiatives excellentes. Et nous, ben, nous ne faisions rien, je veux dire, en groupe, et on ignorait même notre existence. Parce que, et alors, les personnes diplômées d'université des autres provinces croyaient qu'il n'y avait pas de femmes diplômées d'université au Québec. Voilà. Maintenant, vous faites partie de la Société de généalogie. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est bien de mon âge, hein? C'est une société qui prospère depuis quelques années. Vous savez, le goût des antiquités et du passé vient même parmi les jeunes. Nous avons beaucoup de membres jeunes, très enthousiastes. Et puis, un bon tiers de nos membres écrivent des volumes et font des recherches sérieuses. Donc, contribuent vraiment, vous savez, à l'apport intellectuel de notre société. Mais vous-même, vous avez publié des ouvrages de Oh, généalogie. des ouvrages, une plaquette sur l'histoire d'une famille qui était alliée à la mienne. Et puis là, bien, je voudrais bien, malgré mes 84 ans, avoir le temps de publier un volume que je prépare depuis longtemps. Là, il faut que je m'y mette. Sur un ancêtre, mon titre est tout trouvé. 3 chirurgiens à Berthier en haut. Le premier était mon ancêtre, des docteurs Barbier. Et ça représente exactement, ces 3 médecins-là, 100 ans de la vie de la ville de Berthier et de tout le comté, on peut dire. Alors on voit, dans leur vie à eux, ils se sont occupés de choses municipales, ils ont, enfin, des hommes qui ont été mis en vedette dans tous les services paroissiaux et municipaux. Alors, ça raconte l'histoire de la ville de Berthier et des environs en même temps, ce que ces hommes-là ont fait. Est-ce que c'est facile de s'occuper de généalogie? Extrêmement facile, parce que nous avons ici, dans la province de Québec, les archives les mieux conservées au monde. Les mieux conservées au monde. Et pour une grande raison, c'est que nous avons toutes les archives d'état civil là, en double. D'abord à la paroisse et ensuite au palais de justice de la région. Parce que dès le commencement de la colonie, par ordre du roi de France, qui voulait bien voir augmenter la colonie, hein, puis se rendre compte, on encourageait se rendre compte du développement, on encourageait les familles nombreuses au point que j'ai vu des contrats où on donnait 60 $ par année, c'est-à-dire en livres, hein, des temps de livres par année, mais c'est à 60 $ des valeurs actuelles, à un homme, et une femme évidemment, qui avait 10 enfants. On leur donnait 60 $ par année dès qu'ils avaient 10 enfants, dont aucun n'était prêtre ni religieuse, parce qu'on voulait qu'ils se multiplient. Est-ce que vous voulez me parler de l'Ordre du Canada? Ben, si vous voulez. Alors, il y a bien des personnes qui m'ont posé des questions à ce sujet-là. On m'a même demandé une fois, et en public, pourquoi j'avais été nommé membre de l'Ordre du Canada. Parce qu'après tout, c'est un honneur. J'ai ma petite médaille ici. Elle est très petite, mais elle est jolie, hein? Ça représente un flocon de neige. Vous voyez comme c'est gentil, une petite fleur blanche, hein? Alors, c'est un ordre qui donne un honneur, évidemment, honorifique, évidemment, mais canadien. Bon, alors je n'en dirai pas plus long, mais enfin, il y a maintenant des ordres, des honneurs canadiens et non pas seulement britanniques.